Or, dans cette capsule-ci, on va aborder la section 7.2 du manuel, dont le titre concerne l'expérience de Young, Thomas Young, en 1801. On a vu dans le module sur l'optique géométrique qu'on pouvait arriver à expliquer plutôt très bien les phénomènes de réflexion et réfraction à la manière de Isaac Newton, en se représentant la lumière comme des petits corpuscules, des particules, malgré certaines complexités quand on vient à essayer d'expliquer la réfraction. Mais son contemporain, Huygens, prétendait que la lumière était une onde. Donc, en 1801, Thomas Young, qui est une espèce de polymathe, comme on pouvait en avoir encore à ces temps-là, philosophe, médecin, physicien, mathématicien et même ethnologue et philologue, tentant d'expliquer l'origine des langues, il va s'attaquer à la question en 1801 de savoir qui de Isaac Newton ou de son contemporain Huygens a raison. La lumière est-elle faite de corpuscules ou est-elle faite d'ondes ou d'ondelettes? En passant, Young a été en compétition avec le français Champollion pour tenter de découvrir, de décoder les hiéroglyphes qui venaient d'Égypte. Champollion, le français, a eu une petite marge d'avance parce qu'il a pu utiliser la fameuse pierre de Rosette ramenée par les savants français de l'expédition de Napoléon en Égypte. Alors, on va se tourner à la diapo et on va commencer notre étude de la nature ondulatoire de la lumière. Donc, en 1801, Thomas Young va faire l'expérience suivante de faire passer de la lumière à travers deux petites fentes. On va expliquer ceci, le détail, dans le cours de cette capsule-ci. Et le résultat inattendu a été d'avoir plusieurs franges claires, sombres, claires, sombres, claires, sombres, alors que si la lumière avait été faite de particules, ce qu'on aurait dû avoir, c'est un peu de lumière ici, en droite ligne avec cette source, et un peu de lumière ici, en droite ligne avec celle-ci, mais pas ces interférences tantôt constructives, destructives, et ainsi de suite. En 1865, Maxwell va découvrir que ce qui ondule, si on peut dire, ce sont les champs électriques et magnétiques. Pour l'analyse de cette expérience, on va utiliser des nombres qui sont les nombres MC pour ordre constructif 0, plus 1, plus 2, ou 0, moins 1, moins 2. Et les variables MD pour ordre destructif 0, plus 1, ou moins 1, moins 2. OK, alors on va procéder. Qu'est-ce qu'on veut savoir? C'est en tout point sur un écran. En tout point sur un écran, il y a une partie de lumière qui vient de la source numéro 1 et de la lumière venant de la source numéro 2. On veut savoir si ici, étant donné nos connaissances de l'interférence, on veut savoir si on aura une interférence constructive, destructive ou intermédiaire. Point de vue des angles. La tangente de l'angle θ, ben, ça va être la hauteur y divisée par la distance entre les sources ou fentes et l'écran. Et normalement, tout ceci se fait dans la limite des tout petits angles, de sorte que la tangente est réduite à son angle lorsque celui-ci est écrit en radian, et c'est donc égal à y sur L. Si on regarde de plus près ce qui se passe ici entre la lumière provenant de la source 1 et celle de la source 2,
Ce qui compte pour nous, c'est la différence de trajet ou de chemin optique entre les deux. Si la distance D entre les sources et l'écran est très grande, grande comparée à la distance petit d entre les sources, bon, on peut se représenter ces deux trajets-là, ces deux rayons-là, comme pratiquement parallèles, de sorte que la différence de marche entre le rayon 1 et le rayon 2, c'est seulement la longueur verte ici, et on voit qu'elle est opposée à l'angle. La différence de marche va être égale à D, la distance entre les sources, fois le sinus de l'angle divisé par pour avoir le nombre d'ondes divisé par lambda. Or, si la différence de marche est égale à un nombre entier de longueur d'onde, on aura des maxima. Maximum pour le singulier, maxima pour le pluriel, ça vient du latin. Si la différence de marche est égale à un nombre demi-entier de lambda, on aura des minima, et pour toutes les autres valeurs de θ, on aura des interférences intermédiaires. Je vais discuter l'exemple 7.2. L'exemple 7.2, vous le trouverez à la page 250 du manuel. On va aller regarder en quoi consiste cet exemple-là. En fait, dans cet exemple-là, on va vouloir se servir du phénomène de Young pour mesurer la longueur d'onde d'une source quelconque. Or, on a un montage de Young avec une distance D de 200 microns entre les fentes, une distance grand D de 1,80 mètres entre les fentes et l'écran, et on dit qu'on a observé un groupe de 9 franges brillantes et on mesure une distance entre elles de 42,5 mm entre la première frange et la 9e frange. Bon, on va, pour pouvoir résoudre ça, on va devoir montrer que, ici au bas de la page, que la distance Y entre deux fentes successives est toujours la même et elle est donnée par cette expression-ci, de sorte que si on connaît la distance entre les 9 fentes, on va pouvoir calculer le delta Y et remonter à lambda. Alors, je vais passer à la solution de ceci, telle que je vous l'ai donnée dans Colnet sur un document PDF. On a donc les deux fentes, petit d, l'écran, la distance 1,8. Évidemment, tout ceci n'est pas à l'échelle. On avait 200 microns ici pour petit d, alors qu'on a 1,80 mètres. On a dit qu'il y avait 9 franges successives, mais ça inclut la frange au centre, donc la frange d'ordre 0, jusqu'à la frange d'ordre 8. Donc, le Y, la position Y de la 8e frange se trouve à 42,5 mm. On va montrer que les franges sont espacées également de la façon suivante. On a toujours que d sin θ de l'ordre m est égal à m lambda avec l'approximation des petits angles. Avec l'approximation des petits angles, on dit que θ est égal à y sur l. On a donc dym sur l égale m lambda. Donc, le y de l'ordre m est égal à m fois lambda L sur 2. On peut donc dire que le y de l'ordre m plus 1 quelconque est donné par cette expression-ci. Si l'on fait l'un moins l'autre, donc la distance delta y entre n'importe quelle deux franges va être donnée par cette expression-ci, lambda L sur D. Dans l'exemple 7.2, on avait qu'il y avait 8 franges. Regardez ici qu'on disait qu'il y avait la 9e frange. Mais si on tient compte que l'ordre 0 est ici, la 9e, c'est l'ordre 8. On a donc 42,5 divisé par 8, 42,5 mm divisé par 8. On introduit ça dans le delta Y. On fait un peu d'algèbre et on trouve lambda est de 590 nanomètres,
c'est une couleur jaune-orangé. On va maintenant revenir à la diapo et on va aller voir l'intensité. Comment va-t-elle se répartir sur l'écran? Revenons à l'expérience de Young. Évidemment, l'intensité n'est pas uniforme et sur l'écran, on va voir comment calculer cette intensité-là. Ben, elle est donnée par l'expression suivante. L'intensité en n'importe quel point de l'écran due à deux fentes est donnée par 4 fois l'intensité due à une seule fente fois le cosinus carré de notre différence de phase. C'est toujours le même cosinus de delta phi sur 2. Il intervient au carré pour des raisons que je vais expliquer juste après. La différence de phase, ben, c'est le trajet optique d sin θ comparé à lambda fois 2π. On va aller voir d'où vient cette expression-là. Ben, on a donc deux ondes qui se conjuguent sur l'écran. On les superpose, on utilise notre identité trigonométrique et on arrive à cette expression-ci qui est ici en bas. 2 fois le cosinus de delta phi sur 2. Ici, on a omis le fait qu'on continue d'avoir une onde qui oscille à très, très grande fréquence. Cette partie-là a été omise. Pourquoi? Dans le visible, on est dans des fréquences tellement élevées que ce qui est retenu par notre œil ou par à peu près n'importe quel détecteur existant, c'est une intensité moyenne. Ici, c'est l'amplitude moyenne sur une période. Mais on a déjà vu au chapitre 2 que la puissance, donc l'énergie par unité de temps, est proportionnelle au carré de l'amplitude. Donc, on prend cette amplitude-ci, on la met au carré, et c'est ce qui mène à l'expression suivante. Le 2 qu'on avait ici est devenu le 4. Le E qui est carré qui est ici, ben, ça fait intervenir le I1, c'est-à-dire l'intensité qui est due au carré de l'amplitude. Et on a le carré du cosinus. Alors, revenons à cette expression-ci. Et ça va être important au prochain chapitre. On va montrer, si vous regardez cette image-ci, on a beaucoup d'intensité au centre et on voit que l'intensité décroît en s'éloignant. On voit qu'elle décroît en s'éloignant. Cependant, cette expression-ci demeure vraie pour tous les angles, aussi loin qu'on aille, et elle prédit donc qu'on devrait avoir une intensité uniforme. Les pics devraient être tous à la même intensité, et ce n'est pas ça qu'on voit. On va l'expliquer au chapitre 8 successif, qui va succéder. Je vais maintenant aller regarder deux exercices qui permettent de mettre ce qu'on vient d'apprendre en pratique. Ce sera d'abord le problème 15 en page 260. Ce sera le problème 15 en page 263 du manuscrit. On va aller voir ça. OK. Alors, tout simplement, d'abord, pour appliquer la formule sur la puissance, on va regarder le problème 15. Il y a deux sources de micro-ondes ponctuelles, comme les radars, qui émettent chacune 55 milliwatts. On se rappelle, des watts, c'est de la puissance, c'est donc de l'intensité, c'est de la puissance, c'est de l'énergie par unité de temps. Les deux sources sont séparées par 1,20 cm. Ils émettent à 58,8 GHz. Et on a deux points, un point P1 sur l'axe, sur la médiatrice, et un point P2 qui est situé à 20 cm au-dessus. Et la distance entre la source et les points est de 1,35 mètres.
on demande l'irradiance au point P1 et l'irradiance au point P2. On va aller regarder la solution que j'en ai donnée, que vous pouvez retrouver en format PDF sur Colnet. Alors, voici le schéma représentatif, les données. Au point P1, on est sur la médiatrice et ce qu'on trouve ici, c'est 4 fois I1 fois le cosinus carré du déphasage. Mais nos deux sources sont à la même distance, donc le déphasage est 0. Le cosinus carré de 0, ce sera 1. I de 1, c'est une intensité, c'est donc une puissance sur une aire. Ce sont des sources ponctuelles, donc elles émettent sur des sphères. Donc, l'intensité sera la puissance de 55 milliwatts divisée au sens de répartie sur une sphère dont l'aire est de 4 pi 1,35 au carré. Le résultat, c'est 9,61 milliwatts par mètre carré. Pour la puissance, pour l'irradiance au point 2 ou l'intensité au point 2, ben, on utilise la même formule, mais cette fois-ci, le déphasage ne sera plus 0. P de 1 calculé pour I de 1, c'est calculé toujours de la même manière. P de 1, on a dit, c'est D sin θ. D, c'est la distance entre les sources, donc la distance 1,2 cm entre les sources, et le sinus θ, ben, θ, ce sera l'angle dont la tangente est égale à 0,2 m ou 20 cm divisé par 1,35 m, ce qui est écrit là, on calcule 8,43 degrés, on introduit ça dans le sinus et on trouve 2,167 radians. Pour lambda, bon, on utilise notre formule C égale F lambda et on trouve que la longueur d'onde est 5,10 mm. Ce sont donc ce qu'on appelle des ondes millimétriques. On réintroduit tous ces chiffres dans notre équation et on trouve 2,11 milliwatts par mètre carré. Il peut être assez intéressant. Il est en fait très intéressant de noter que ici, on a que l'intensité en tout point, on avait deux sources, l'intensité peut monter à aussi grand que 4 fois l'intensité d'une seule source. On pourrait se questionner sur la conservation d'énergie. Mais en réalité, si vous regardez, il y a certains points où on a un maximum d'intensité, d'autres où on a 0. Or, en gros, ce serait de prendre la moitié de tout ceci et on retomberait sur 2 fois la puissance ou l'énergie émise par chacune des sources individuellement. Donc, la conservation d'énergie est sauvée. On va aller regarder un autre problème, qui est le problème P18, qu'on va trouver en page 264 du manuel. Bon, dans ce problème, ce qui est assez particulier, on ne parlera pas de distribution de la puissance, mais on va essayer de mieux comprendre toute la théorie qui est derrière l'expérience des fentes de Young. On a la situation où on a encore deux fentes, un écran situé à une certaine distance qu'on ne connaît pas, une longueur d'onde incidente de 632,8 nanomètres, un laser hélium-néon. Lorsqu'on regarde les fentes telles quelles, la 14e frange se trouve à une certaine distance. On introduit alors une pellicule avec un certain indice de réfraction, 1,43. Cette pellicule-là va ralentir le faisceau qui la traverse et on constate que ce qui était la 14e frange se retrouve ici sur la médiatrice et on demande quelle est l'épaisseur de la pellicule plastique. Alors, je vais retourner à la solution que j'en ai
données qui nous amènent vraiment à bien comprendre ce qui se passe ici. Bon, dans la situation finale, la seule différence entre les deux trajets est qu'il y a une partie du trajet, soit l'épaisseur de la pellicule, qui est traversée par S1. Cette épaisseur-là est traversée dans une pellicule réelle avec un indice de réfraction NP. Dans celle-ci, la même épaisseur est traversée dans l'air. Donc, la différence entre les deux nombres de longueur d'onde, la source N2 traverse 1 fois S, 1 étant l'indice de réfraction de l'air, fois S étant l'épaisseur de pellicule que nous cherchons, divisé par la longueur d'onde, 632,8 nanomètres, tandis que N1, lui, est donné par le chemin optique, l'indice de réfraction de la pellicule, 1,43, fois S, l'épaisseur qu'on cherche, divisé par lambda, et l'expérience a constaté que la différence entre les deux nombres de longueur d'onde est de 14. On introduit ça dans notre expression. Qu'est-ce que N2 moins N1? Ben, c'est S sur lambda fois 1 moins NP égale 14. Et en introduisant les chiffres, on trouverait que S est égal à moins 20,6 micromètres. On sait très bien que l'épaisseur ne peut pas être négative. Mais en réalité, ce signe-là est indifférent parce qu'il dépend seulement de l'ordre dans lequel on a numéroté les sources, qui peuvent être M égale plus ou moins 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, et ainsi de suite. Donc, l'épaisseur serait 20,6 micromètres. Ceci complète notre présentation de la section 7.2. On se revoit pour les sections 7.3 et 7.4. À bientôt.